Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour le dernier JT de la semaine. Nous sommes le vendredi 7 janvier 2022 à la une ce soir. Ils sont entrés dans notre quotidien depuis le début de la pandémie. Des milliards de masques sont utilisés chaque jour dans le monde. Un bon nombre d'entre eux se retrouvent sur la voie publique. L'université Savoie-Mont-Blanc a placé des collecteurs sur ses campus. Reportage à suivre. Et puis notre long format du vendredi nous emmène dans les Aravis, la tradition du corps des Alpes est bien vivante et Lucas Ruche est allé à la rencontre de passionnés de cet instrument typique de nos montagnes. C'est un zoom à retrouver à la fin de ce journal. Je vous le disais à l'instant, alors que le port du masque se généralise de nouveau, l'université Savoie-Mont-Blanc a décidé de lutter contre la pollution à sa manière. Avec ses 15 000 étudiants et ses 1300 collaborateurs, des milliers de masques circulent chaque jour au sein de l'USMB. Une vingtaine de collecteurs de masques jetables a donc été installés sur les différents campus. L'objectif, les revaloriser dans un réseau d'économie circulaire. Précision de Sébastien Germain. Des collecteurs de masques jetables comme celui-ci, il en existe aujourd'hui une vingtaine sur l'ensemble des campus de l'USMB. Depuis la fin de l'année 2021, l'université Savoie-Mont-Blanc a en effet choisi de valoriser les masques en polypropylène utilisés sur ces différents sites. Ces masques sont collectés par une entreprise, ensuite ils sont stockés, lavés à haute température et puis ensuite ils sont séparés. Donc on a la partie plastique, la partie élastique et la partie barrette métallique. Et ensuite on va valoriser chacune de ces parties. La partie plastique va notamment être broyée et on va recréer du fil textile pour faire des vêtements de technique en fait. Avec plus de 15 000 étudiants et 1300 personnels, ce sont donc des milliers de masques qui circulent et qui peuvent potentiellement devenir des déchets. Cette opération s'inscrit donc dans une démarche de développement durable et d'économie circulaire. Plusieurs entreprises qui sont impliquées dans ce réseau-là. Toutes les entreprises sont situées à moins de 130 km de nos différents campus. Donc c'est vraiment des impacts sur notre territoire avec forcément une activité nouvelle et des emplois qui sont créés dans ce cadre-là. Depuis le début de la crise sanitaire, l'USMB a eu pour habitude de fournir à ses personnels des masques en tissu lavables et réutilisables, ainsi que des masques à usage unique. Cette nouvelle chaîne de valorisation vient parfaitement compléter l'action initiale. On a dès le départ fourni 10 masques par agent qu'on renouvelle également régulièrement. Mais il y a des missions ou des personnes pour lesquelles ces masques lavables ne sont pas adaptés. Donc on a complété effectivement ces masques lavables par des masques chirurgicaux. Un dernier chiffre important à souligner. Depuis le début de la pandémie, les masques jetables représentent chaque jour presque 400 tonnes de déchets qui finissent pour beaucoup sur la voie publique. L'initiative portée par l'USMB n'en prend que plus de sens. Et toujours dans le cadre de cette pandémie, le texte transformant le pass sanitaire en pass vaccinal a été adopté par l'Assemblée nationale ce jeudi. Parmi les mesures, il prévoit que le vaccin contre la Covid-19 devienne obligatoire pour les plus de 12 ans pour les activités de loisirs dans les restaurants et les transports régionaux. Le texte vise aussi à renforcer les contrôles. Cafetiers et restaurateurs pourront vérifier les identités de leurs clients en cas de raison sérieuse d'un risque de fraude. Ce projet de loi doit encore être examiné au Sénat en début de semaine prochaine. Le calendrier initial du gouvernement qui prévoyait une entrée en vigueur le 15 janvier devrait être repoussé. Les débats ont été mouvementés à l'Assemblée. Le texte a finalement été validé par 214 voix contre 93 et 27 abstentions. Christelle Pétex, députée de Haute-Savoie, a voté contre le projet de loi. Je vous propose de l'écouter. Le sujet principal, c'est la mise en place du pass vaccinal. Ce n'est pas du tout le sujet du pour ou contre le vaccin, c'est bien la mise en place d'un outil qui sera là et qui, pour moi, je le considère, touche les valeurs de notre République, touche les valeurs de la France, touche la liberté des citoyens, continue et encourage les citoyens à se cliver, à se monter les uns contre les autres. Et pour moi, ce n'est pas l'outil miracle qui va sauver la France de la crise sanitaire. Le pass sanitaire qui est en place jusque-là permet aux personnes non vaccinées de pouvoir aller dans tous les lieux, de pouvoir pratiquer du sport, qui, on le sait, est aussi le bien-être et être en meilleure santé, donc moins facilement être malade. Le pass vaccinal, lui, oblige la vaccination, donc autant
carrément voté une obligation vaccinale. Le pass vaccinal est là pour interdire les non-vaccinés de se rendre dans les lieux de la pratique du sport, de culture, des établissements. Les discussions étaient nécessaires. J'aurais aimé peut-être plus d'écoute et peut-être différents échanges, une évolution. Pour moi, il était impensable, comme c'était prévu, de voter un tel projet de loi en si peu de temps. L'objectif, en tout cas avec mes collègues, c'était bien d'être force de proposition. Il y a eu de nombreux amendements pour essayer de voir comment faire évoluer cette proposition de loi. Ça a été, oui, en effet, très long, mais des discussions, je pense, plus que nécessaires pour représenter les avis de l'ensemble des citoyens. Et pour compléter cette information, j'ajoute que d'autres députés de Haute-Savoie n'ont pas participé au vote. C'est le cas de Virginie Duby-Muller pour LR, Frédéric Lardet, Véronique Rioton et Xavier Roseraine pour LREM. Marion Laine, également députée LREM, s'est prononcée en faveur du texte. En Savoie, cette fois, chez les députés Les Républicains, Émilie Bonivard s'est abstenue. Vincent Rolland n'a pas pris part au vote, tout comme Tiffany Degois, députée LREM. Enfin, Patrick Mignola s'est positionné en faveur de ce projet de loi. Dans l'actualité également, il perturbe la circulation en centre-ville, mais ces travaux étaient nécessaires. Le pont Albert-Lebrun dans le secteur de Bonlieu à Annecy est en pleine rénovation. Depuis 4 mois déjà, les ouvriers sont à pied d'œuvre pour détruire l'ancien ouvrage trop vétuste. Un nouveau pont sera reconstruit à l'identique avec une pointe de modernité pour permettre aux vélos de mieux circuler. La mairie a fait un point de mi-parcours cette semaine. On écoute à ce sujet la maire adjointe en charge de la mobilité et le chef de chantier au micro de Lucas Ruche. Pas mal d'Annéciens n'étaient pas forcément conscients qu'il y avait finalement 2 ponts qui étaient l'un à côté de l'autre, finalement, dans cette courbure du quai Eustache. Là, ils ont pu apprécier et voir l'étendue du chantier en détruisant cette partie-là et en devant la reconstruire. Je pense que surtout, ce qui leur tient à cœur, tous, c'est de pouvoir avoir la même perspective quand on est sur le canal du Vassé, qu'on se balade au niveau de ce canal et d'avoir le même parement qu'avant. C'est la priorité. Et puis après, ne plus avoir les travaux aussi, je pense que c'est un des souhaits d'un maximum de personnes, c'est normal. Donc là, en termes de planning, oui, on est dans les prévisions qu'on s'était fixées, à savoir que l'ancien ouvrage a été complètement démoli. On a réalisé toute la partie fondation profonde en micropieux. Et là, on est véritablement dans la reconstruction du nouvel ouvrage, puisqu'on a un chantier donc, qui doit se dérouler sur 9 mois et demi à 10 mois. On a démarré début septembre, donc normalement, ça doit nous mener courant juin, quoi. Toujours à Annecy, sachez que le maire a interdit la vente et la consommation de protoxyde d'azote sur la voie publique. Ce gaz courant que l'on trouve par exemple dans les aérosols est détourné pour ses propriétés euphorisantes. Les forces de l'ordre constatent une consommation excessive de ce gaz hilarant dans les rues de la ville. De nombreuses cartouches vides sont ainsi retrouvées par les agents de la propreté urbaine. Pour assurer la sécurité et préserver l'ordre public, le maire a donc pris cette décision pour une durée d'1 an. Nous ouvrons à présent une page sport. Les joueurs d'Aix-Maurienne Savoie Basket ont repris le chemin de l'entraînement cette semaine. Fort d'un très bon début de championnat, les Savoyards abordent cette deuxième partie de saison avec beaucoup d'envie. Ils doivent tout de même encaisser la perte de leur joueur phare parti jouer en Allemagne. Sébastien Germain s'est rendu à la Halle Marioz ce jeudi. Reportage. L'ambiance est plutôt au beau fixe en ce début d'année pour Aix-Maurienne Savoie Basket. Avec 6 victoires en 10 matchs et une belle 4e place au classement, AMSB est une des bonnes surprises de cette première partie de saison en Pro B. L'entame, elle est effectivement très bonne. Je crois que si on avait en commençant la saison parié sur un bilan à 6 victoires, 4 défaites après 10 matchs, tout le monde aurait été absolument ravi. Donc je crois que d'un point de vue comptable, c'est très bien. D'un point de vue contenu, je dirais que c'est tout aussi bien, voire même mieux, puisqu'on pourrait très bien imaginer avoir 1 ou 2 victoires de plus, des matchs où on a été totalement compétitif. Donc c'est très bien. Maintenant, on a joué 10 matchs, il en reste 24. Donc on ne va surtout pas croire que c'est arrivé, il n'y a absolument rien de fait. Malheureusement, Eric Washington, le leader statistique des Savoyards, a profité de la trêve de Noël pour partir et signer en Allemagne.
Le lot malheureusement habituel des équipes au budget modeste, comme Aix-Maurienne. Bon, effectivement, on sait que quand on a peu de moyens, on s'expose à ça. Donc moi, j'ai pas de problème avec ça. Hein. Je suis ravi d'ailleurs d'être ici et de faire partie de ce projet. Après, je dirais concernant le départ d'Eric Washington, c'est vrai que c'est un petit peu plus frustrant pour moi. C'est vrai que je suis un petit peu amer par rapport à la façon dont ça s'est passé, parce que moi j'ai un deal individuel avec chacun des joueurs quand il vient ici. C'est vrai que pour le coup, on va dire que le deal qu'on avait passé avec Eric n'a pas vraiment été respecté. Eric Washington sera remplacé numériquement par un autre meneur, en la personne de Chaz Williams, qui évoluait jusque-là en première division macédonienne. L'Américain devra se fondre dans un collectif bien huilé, qui enregistre également le retour de blessure de David Ramseyer. Covid-19 oblige, les basketteurs savoyards n'ont pu disputer de match officiel depuis le 17 décembre dernier, leurs 2 dernières rencontres de 2021 ayant été reportées. L'objectif est donc de bien relancer la machine. On est très, très impatients, beaucoup d'envie, parce que c'est vrai que la première phase a été tronquée un peu plus tôt que prévu. Donc il y a beaucoup d'envie. On a quand même eu un break assez long par rapport aux autres années à la même période. Donc beaucoup d'envie, je pense, beaucoup d'énergie aussi. On a quand même pu se reposer malgré quelques malades, mais je pense que tout le monde est d'attaque pour repartir pour la nouvelle année. Aix-Maurienne Savoie Basket retrouvera les parquets de Pro B mercredi 12 janvier avec la réception de Nantes. Il s'agira alors de viser une 7e victoire en 11 matchs. La jeune pilote de bobsleigh Margot Bock a remporté ce vendredi sa première Coupe d'Europe en monobob. Une victoire symbolique puisque c'est la première fois qu'une bobeuse française remporte ce titre. Après être montée sur la 3e marche du podium hier, Margot s'est imposée ce vendredi avec un chrono de 1,52,17. Elle a devancé l'Allemande Stéphanie Schneider et l'Australienne Ashley Werner. La Team Bock sera officiellement le 16 janvier prochain si elle a le feu vert de sa fédération pour participer aux Jeux à Pékin. Pour participer à ces Jeux, elle doit figurer dans le top 20 mondial. Margot Bock, la pousseuse titulaire Carla Sénéchal et la pousseuse remplaçante Sandy Claire seraient le tout premier équipage féminin à représenter la France à des JO en bobsleigh. Notre long format de ce vendredi vous propose un voyage musical au cœur des Aravis. Dans ce massif de Haute-Savoie, le corps des Alpes fait régulièrement vibrer les montagnes. Très ancré dans les traditions alpines, l'instrument se modernise et se transmet désormais à la jeune génération. Des sonneurs et des artisans menuisiers passionnés que Luc Aruche a rencontrés. Regardez. Amoureux de la montagne, Alexandre parcourt le massif des Aravis en randonnée l'été, en raquette l'hiver, à la recherche des plus beaux endroits pour jouer de son instrument favori, le cor des Alpes. Là, t'as la plus belle scène du monde là devant toi. Je sais pas si j'ai la plus belle, mais en tout cas j'ai une des plus belles, ouais, ça c'est sûr et certain. Ouais. Le plus souvent, c'est sur les hauteurs de Manigot qu'il puise son inspiration. Ah, là on a un panorama de dingue quoi. Équipé d'un corps en carbone plus léger, Alexandre mêle modernité et tradition. Je pense que comme tous les instruments de musique, il ne faut pas oublier d'où ça vient, il ne faut pas oublier la manière traditionnelle de jouer, la manière classique de jouer, et c'est justement ces manières classiques et traditionnelles qui vont nous emmener vers les musiques plus modernes. Des fois les musiques elles sont plutôt jazzy, reggae, électro, et puis à d'autres moments elles sont plutôt traditionnelles, voire très traditionnelles. Classique, voilà, c'est vraiment l'inspiration du moment et c'est ça qui m'importe. Le premier cor des Alpes utilisé par Alexandre, c'est Jean Noël qui l'a confectionné.
Ce septuagénaire occupe sa retraite en fabriquant cet instrument emblématique des Alpes. Alors qu'il ne connaissait rien à la menuiserie, Jean-Noël a tout appris sur le tas après des années de rodage. L'heure est aujourd'hui à la transmission. Toutes les semaines, il retrouve Romain, passionné comme lui par le corps des Alpes. Attentif, le jeune menuisier boit les paroles de son mentor et applique à la lettre ses conseils. J'ai vraiment découvert Jean-Noël comme un artiste et dans la minutie, parce que lui n'est pas menuisier à l'origine, mais très passionné de ce qu'il faisait dans le bois. Et il m'a transmis un peu cette flamme justement de la précision au niveau du bois, et d'avoir quelqu'un qui m'épaule justement, qui a déjà tout ce savoir-faire, c'est, je pense, important pour faire des bons corps des Alpes après. Romain se dit chanceux d'être épaulé par une personne aussi minutieuse que Jean-Noël. La fabrication d'un corps en bois prend une centaine d'heures. Ça n'est pas pour rien que chaque geste est optimisé. Bien sûr qu'il y a du Jean-Noël là-dedans, parce qu'il m'a montré un peu des techniques de comment se positionner, surtout dans la position pour tailler le corps des Alpes. Après, c'est ma formation aussi de menuisier qui fait que j'ai déjà des gestes techniques de comment se positionner, dans quel sens attaquer le bois. S'il s'inspire beaucoup de son professeur, Romain cherche aussi à élaborer de nouvelles techniques. Une philosophie de travail défendue par Jean-Noël. Là, je lui ai bien dit, moi je t'ai donné une méthode de fabrication pour arriver à un résultat. Si tu trouves un autre chemin pour y arriver, il faut l'essayer. Il faut toujours essayer des choses nouvelles. Si ça améliore, tant mieux. Si ça détériore, on arrête l'expérience. D'ici quelques semaines, Romain sera pleinement autonome et deviendra l'un des rares menuisiers à confectionner et vendre lui-même le corps des Alpes traditionnel. Eddy, Arthur et Camille sont musiciens depuis leur plus tendre enfance. Cela fait 4 ans qu'ils forment un ensemble musical de corps des Alpes sous la houlette de Lionel, leur professeur. Il est l'un des rares chefs d'orchestre à enseigner la pratique du corps des Alpes en Pays de Savoie. Il faut dire que c'est un instrument peu répandu et plutôt compliqué à jouer. Alors ça, ils le savent pas, mais je leur dis pas. Mais c'est vrai que c'est pas si simple. Oui, tout à fait. C'est un instrument qui se fait qu'avec l'oreille en fait, et la respiration et les lèvres qui font toutes les notes en fait de la gamme, qui est pas complète, qui est une gamme naturelle en fait. Du coup, ouais, c'est vraiment pas facile à appréhender au départ en tous les cas. La difficulté, ces 3 élèves ne la ressentent pas. Ils jouent avant tout par plaisir, camaraderie et un brin de fierté. C'est un peu dans la tradition, c'est dans les montagnes, quoi. Avant, on en jouait pour transmettre des messages à travers les montagnes, et de perpétuer cette tradition, c'est vraiment une fierté, ouais. Ça fait un peu partie du patrimoine, c'est en bois, c'est assez stylé en fait. Grâce à ces talentueux sonneurs et artisans, le corps des Alpes évolue et reprend place petit à petit au cœur du Pays de Savoie, l'une des terres d'origine de l'instrument. Et si vous souhaitez vous aussi écouter sonner les corps des Alpes, sachez que l'Orchestre des Pays de Savoie organise ce vendredi soir à Annecy et ce samedi à Chavano son concert du Nouvel An. Il met à l'honneur justement l'instrument emblématique de nos montagnes. Plus de précisions sur le site qui s'affiche sur votre écran, orchestrepaysavoie.com. Et c'est sur ces belles notes de musique que nous refermons ce journal. Merci pour votre fidélité à l'info sur 8 Mont-Blanc. Merci à l'équipe de la rédaction et à l'équipe en régie. Dans un instant, la météo enneigée de Thierry Paul me place ensuite à la rediffusion de votre émission En tête à tête avec l'ex-skieur Antoine Deneria. Lundi, vous retrouverez Sébastien Germain pour un nouveau point complet sur l'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Bon week-end et à très vite.